les propositions concrètes, les mesures concrètes pour que la région Île-de-France s'adapte au changement climatique. Nous avons des ateliers thématiques. Ce matin, nous avons écouté plusieurs professionnels et experts dans le domaine de la préservation des écosystèmes, la biodiversité, comment est-ce qu'aussi nous comprenons les aspects scientifiques de la disparition des espèces, la vulnérabilité des espèces, mais comment contribuer sur le plan scientifique et aussi concrète à cette préservation de la biodiversité pour qu'elle puisse revenir, pour que la nature puisse se régénérer. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'humain que la faune et la flore francilienne soient extrêmement présentes et riches. Dans un deuxième temps, nous avons parlé de justement comment on aménage notre territoire et comment on construit de manière à préserver notre climat ou surtout à s'adapter aux plus fortes chaleurs, aux inondations, qui sont des conséquences malheureusement inéluctables, surtout dans les territoires urbains. La différence entre la chaleur qu'il peut y avoir dans les villes à cause de l'artificialisation des sols, du béton, etc. Et maintenant, nous allons retravailler, rediscuter d'un thème très lié à l'aménagement et la construction, lié à la biodiversité, lié évidemment à l'adaptation au changement climatique, qui est la mobilité, les infrastructures de transport. Nous savons qu'il y a cette fragilité face aussi à l'augmentation de la température, aux inondations, aux tempêtes. Donc nous allons parler avec plusieurs personnes qui sont spécialisées sur comment on adapte nos infrastructures de transport et notre mobilité au changement climatique. Nous sommes en présence d'Élodie Hanen, qui est directrice générale adjointe Île-de-France Mobilité, Marie Geschwind, qui est à la RATP, qui aussi travaille sur ces questions d'adaptation au changement climatique en ce qui concerne l'opération de transport et la maintenance. Virginie Bordage-Gressier, qui est responsable du Centre de compétences en développement durable excusez-moi, de la SNCM. Excusez-moi, je ne vois pas très bien l'acronyme. Excusez-moi, les acronymes, il faut aussi, pour des questions de vulgarisation auprès du grand public, savoir les expliquer. Mais en tout cas, merci d'être avec nous, Virginie Bordage-Gressier, Centre de compétences SNCM Réseau. SNCF Réseau, oui, c'est bon, excusez-moi, on connaît la SNCF. Et puis, nous sommes en présence de Anaïs Vadbled, référente RSE, direction Gare Île-de-France, Christophe Hugues, directeur général adjoint maîtrise d'ouvrage et environnement chez Vinci, et Antoine Berbin, directeur général délégué à Aropa. Plusieurs personnes en visio. Nous allons faire au mieux pour cette gymnastique entre le présentiel et la visio. Merci à vous. On va faire plutôt court dans les interventions, malgré mon introduction longue, mais je vous remercie. On va essayer de garder à 5-6 minutes pour que si jamais on déborde, on a le temps de revenir sur certaines questions. Mais allez-y directement à l'essentiel, chers amis, chers collègues, dans vos propositions et votre analyse du sujet. Sans plus attendre, Élodie Hanen, comment est-ce que Île-de-France Mobilité appréhende cette question du changement climatique? Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas paraphraser ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit ce matin. Nous, on anticipe évidemment des impacts de deux ordres. Des phénomènes climatiques exceptionnels qui sont induits par le changement climatique, vous l'avez dit, les canicules, les inondations, les tempêtes, les pluies torrentielles. Et puis, on sent bien que les évolutions, des évolutions climatiques s'installent dans la durée et font partie d'une nouvelle normalité. Les températures élevées en été, les fortes pluies, des phénomènes d'inondation. Alors, du coup, si j'articule mon propos autour de ces deux catégories, on peut dire que sur la partie phénomène climatique exceptionnel, nous, évidemment, ça relève de la gestion des risques. Alors, historiquement, Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, je me permets de le rappeler, ex-syndicat des transports d'Île-de-France, STIF, qui du coup a un périmètre d'intervention qui est d'ailleurs tout à fait cohérent avec celui de la région et du coup tout à fait en phase avec ce plan d'adaptation au changement climatique. Donc Île-de-France Mobilité, historiquement, a été toujours associée à cette gestion des risques dans la région à travers différents groupes de travail, avec la préfecture de région, avec les préfectures de département, avec les services de l'État, les opérateurs. Mais par le passé, Île-de-France Mobilité n'étant pas un exploitant de transport collectif et n'étant pas non plus un gestionnaire de réseau, la prévention des risques naturels était plutôt laissée à la main des opérateurs, et notamment des opérateurs historiques RATP, SNCF, qui sont représentés ici, qui sont en monopole depuis leur création et qui étaient compétents en la matière.
Pour autant, les domaines d'intervention de l'Île-de-France Mobilité ont pas mal évolué ces dernières années, dans la dernière décennie, puisqu'on a pris de nouvelles compétences, notamment sur la maîtrise d'ouvrage des infrastructures de transport, des nouveaux projets. On a aussi pris de nouvelles compétences dans l'acquisition des nouveaux matériels roulants, des nouvelles rames de train, des nouveaux métros. Et donc ça nous a amené à nous positionner un peu différemment sur cette question. Ce positionnement d'Île-de-France Mobilité, il a évidemment aussi évolué avec la crise sanitaire, et je pense que comme beaucoup d'institutions, on a vécu une période où on s'est rendu compte qu'il était évidemment nécessaire et même impératif d'avoir une vision globale et coordonnée de la gestion des risques à l'échelle de la région. Et puis enfin, un enjeu évidemment fort pour nous en tant qu'autorité organisatrice des années à venir, c'est l'ouverture à la concurrence du réseau frontalier, qui nous amène effectivement à nous re-questionner sur notre rôle dans cette coordination de la gestion des risques, non plus face à 2 opérateurs historiques en monopole et puis quelques opérateurs qui existaient déjà sur le périmètre de la Grande Couronne, mais on anticipe évidemment dans les années à venir une multitude d'opérateurs qui nous fait nous positionner plutôt sur un rôle de coordination de cette gestion des risques. Et donc, évidemment, on continuera à s'appuyer sur les opérateurs de transport, puisque c'est eux qui sont en première ligne sur la gestion des risques qui pèsent sur l'exploitation des réseaux ferroviaires et des réseaux de surface. Ces opérateurs de transport public, d'ailleurs, qui sont des opérateurs d'importance vitale. Donc, il y a une évidence, une nécessité pour eux d'avoir des plans de continuité d'activité, des plans de gestion de ces risques. Alors ça, c'est pour le volet exploitation des réseaux. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des compétences en matière de développement de nouvelles infrastructures. Donc là, on est amené évidemment aussi à anticiper les risques associés. Et je voudrais vous citer par exemple aujourd'hui 2 projets de transport collectif, de nouveaux projets dont on exerce la maîtrise d'ouvrage et qui sont situés en zone inondable par exemple. C'est le bus en site propre TZN 5 qui va relier Paris à Choisy-le-Roi. Et le prolongement aussi du T7 entre Athis-Mons et Juvisy. Et donc le TZN5, en fait, tout son tracé se déroule dans une zone inondable. Donc évidemment, on doit anticiper ces événements. Et puis sur la partie juvisienne du prolongement du T7, on est également en zone inondable. Donc dans ce cadre-là, pour la partie des travaux, on a évidemment pris un certain nombre d'engagements dans le cadre des dossiers loi sur l'eau. Et notamment des dispositifs d'alerte aux crues avec l'évacuation des matériels de chantier et des personnes lorsque le lit majeur de la Seine monte. Et puis, dans le cas du T7, on a une procédure spécifique en lien avec la commune pour adapter les emprises chantiers et restituer des itinéraires routiers en période de crue. Et je peux vous dire que c'était une préoccupation très forte exprimée par Madame le maire de Juvisy lorsqu'on l'a rencontrée ces derniers mois en préparation des travaux qui débutent dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est une ville qui a subi des épisodes d'inondation ces dernières années et qui en a été très marquée et qui du coup a exprimé une vigilance particulière sur le sujet qui nous a amené nous à renforcer les exigences qu'on pouvait avoir vis-à-vis des entreprises de travaux. À ce titre-là, je voudrais aussi signaler d'ailleurs que sur le TZN5, qui est ce fameux bus en site propre qui se situe sur un tracé très proche de la Seine, on a créé une noue d'infiltration plantée sur 2 mètres de large qui sera réalisée sur la voirie et qui permettra de recueillir les eaux de pluie et donc de limiter le volume des rejets dans le cas d'un risque inondation. Et donc, c'est un système d'assainissement plus résilient et c'est la première... Voilà, c'est une première aussi pour nos projets de transport. Alors, ensuite, ça c'était pour la partie, on va dire, gestion des risques ou anticipation des phénomènes climatiques exceptionnels. Évidemment, je le disais en introduction, et vous en avez, je pense, parlé ce matin, et on en parlera dans le reste de cette table ronde, il faut aussi anticiper ces phénomènes climatiques qui étaient, il y a une vingtaine d'années, exceptionnels et qui sont aujourd'hui devenus la norme. La canicule de 2003 a marqué tout le monde. Aujourd'hui, les températures élevées en été deviennent une forme de situation récurrente. Et par exemple, à l'été 2019, très récemment, on a connu 2 périodes de forte chaleur. On a connu des températures records, 42,6 degrés à Paris le 25 juillet. Et donc, on voit bien que c'est des situations qu'il faut anticiper. Elles peuvent avoir un impact sur l'état général de notre parc de matériel roulant, de nos trains, de nos métros.
Alors, on a constaté en 2019 que les systèmes dits de régulation thermique s'étaient plutôt bien comportés, mais plutôt sur les nouveaux matériels et moins bien sur les anciens, qui étaient évidemment moins adaptés à ces phénomènes climatiques. Et donc aujourd'hui, toutes les commandes de nouveaux matériels roulants intègrent des dispositifs de régulation thermique, plutôt de ventilation, ce qu'on appelle ventilation réfrigérée, qui sont des dispositifs assez proches de la climatisation, mais moins consommateurs en énergie, alors que les rames de métro historiques, par exemple, étaient des rames qui bénéficiaient de ventilation naturelle. C'est-à-dire on ouvrait les fenêtres, et puis on circulait dans le tunnel, et puis on espérait que l'air se rafraîchisse. On avait des dispositifs un peu intermédiaires, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il est plus possible de commander des nouveaux métros, des nouveaux RER ou des nouveaux bus sans intégrer cette dimension régulation thermique. On a aussi, alors on parlait tout à l'heure des inondations et des crues dans la prise en compte de nos projets de transport. C'est quelque chose qui, dans les contrats avec les opérateurs, est aujourd'hui encore considéré comme un cas de force majeure. Pour autant, on voit bien que c'est quelque chose qui revient relativement régulièrement. Alors, c'est pas forcément toujours sur l'ensemble de la région, mais dans certaines zones. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si contractuellement c'est un cas de force majeure, c'est plutôt quelque chose qui est anticipé par nos opérateurs avec des plans d'adaptation et c'est plutôt assimilé à une situation perturbée, à une situation de travaux, avec la mise en place de substitutions, et notamment par des bus, ce qui est possible. Alors évidemment, quand on va tomber, on est toujours un peu à la frontière entre une forme de normalité anticipée et un phénomène climatique exceptionnel. Si on se trouvait dans le cas de la crue centenale, évidemment, on aurait du mal à mettre en place des bus de substitution et à substituer un ensemble de réseaux de transport collectif dits mass transit avec des RER qui transportent des millions de personnes par jour avec des bus. On n'y arriverait pas. Mais on le fait de manière localisée, en lien avec les alertes. On arrive à effectivement s'adapter à ces éléments. Sur le point des infrastructures, on prend aussi les évolutions climatiques en compte dans la conception, par exemple, des nouveaux centres bus qu'on conçoit dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. On a évidemment on recherche par ailleurs des certifications environnementales parce qu'on est dans l'adaptation, mais on est aussi dans la lutte contre le changement climatique. Mais on a des dépôts bus dans lesquels on prévoit, alors de manière assez classique sur les bâtiments dits HQE aujourd'hui, mais des ombrières, des dispositifs. On a des grandes verrières pour amener de la lumière, évidemment, pour les gens qui travaillent dans ces centres bus et dans les halls de maintenance, mais il faut en même temps éviter l'élévation de la température. Donc on travaille sur ces questions-là. Et par exemple, dans le cadre du centre de remisage des bus du TZN5, on va implanter une canopée végétale au niveau de la zone de remisage des bus qui est donc en extérieur, pour que les bus, quand ils sont stockés et stationnés en attendant la prise de service, ils soient protégés du soleil, pour obtenir un meilleur confort thermique, de sorte que quand quand le machiniste va venir récupérer son bus et qu'il va commencer à prendre des voyageurs, le bus il n'aura pas chauffé toute l'après-midi en plein soleil ou toute la matinée en plein soleil. Et donc pour éviter aussi de consommer trop fortement les systèmes de climatisation. Donc ça, c'est une première, c'est le premier dépôt bus pour lequel on va réaliser ce type de dispositif. Puis alors, peut-être en conclusion, je voudrais juste insister aussi sur le fait que, parce que là, on a parlé beaucoup de mobilité, on va dire, d'actions intrinsèques au secteur des mobilités, mais le secteur des mobilités, il est évidemment contributif à d'autres actions que vous avez engagées dans le cadre du plan régional d'adaptation au changement climatique, puisque je sais que vous avez parlé ce matin d'aménagement urbain et de construction. Et évidemment, dans ce registre, la mobilité, elle accompagne forcément les actions en matière de conception de l'aménagement urbain et de construction permettant de faire face aux nouvelles conditions climatiques et aux aléas. C'est évidemment un incontournable, ce lien entre aménagement et mobilité. Merci beaucoup, Madame Hanen. Restez avec nous, bien sûr. Marie Geschwind, vous êtes chargée de mission à la RATP, Opération Transport Maintenance. Comment vous appréhendez ces questions d'adaptation au changement climatique? On est sur un petit peu les mêmes modes de transport à une échelle différente, mais est-ce que notre région s'appréhende de ces questions de manière bras-le-corps, si je puis dire? On a une petite latence, le temps que votre micro se débloque. Je pense que c'est bon. C'est normal. On
vous entend pas encore, mais ça va venir. Toujours pas. Alors, est-ce que votre micro est activé sur votre propre écran, Madame Geschwin? Là, il est désactivé. Là, je crois que c'est bon. On vous entend toujours pas. Oui, on va peut-être... On va revenir vers vous, Madame Geschwin. Évidemment, on vous oublie pas. Nous, on vous entend, mais eux, ils vous entendent pas, apparemment. Là, c'est bon, on entend deux personnes à la fois. Madame Geschwin, Ok. allez-y. Allez-y. Oui. Donc, merci. Donc, pour la RATP, je suis en charge au niveau de la Direction générale des opérations de transport et de maintenance et plus particulièrement en charge de ces sujets plans de continuité d'activité. Donc, je travaille de concert avec les équipes du gestionnaire d'infrastructure et j'enchaîne tout de suite après vous, Madame Hanen, côté IDFM. Effectivement, on a un opérateur engagé sur ce sujet pour pouvoir prendre en compte les risques auxquels on est liés au changement climatique. En Île-de-France, c'est un sujet qui nous attire depuis longtemps et pour lesquels on a développé une assez grande expertise et on a évidemment une expertise liée à la continuité d'activité. On se prépare à 3 risques majeurs, les crues majeures, le phénomène d'inondation, mais aussi les précipitations intenses ou la hausse des températures comme vous l'avez indiqué. Et pour ça, on s'organise à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles. Déjà, on a un système de veille permanente puisqu'on a une permanence générale qui nous permet de suivre et les alertes météo et les alertes crues et d'avoir un dispositif grâce à nos astreintes pour pouvoir relayer ces systèmes d'alerte et lancer le cas échéant et si on était confronté à des événements majeurs, nos plans de continuité d'activité. Donc on est doté depuis 2012 d'un plan de continuité d'activité inondation. Donc, il faut savoir, c'est une obligation en Île-de-France, qui est une région sujette aux crues. Et on a organisé et structuré tout un dispositif de continuité d'activité sur le sujet. J'y reviendrai notamment sur la protection des installations. Et puis, depuis 2020, on a formalisé un plan canicule. Vous l'avez dit, je pense que vous en avez reparlé dans la journée. Un risque d'élévation des températures de plus en plus fréquent qui devient régulier. Et donc, on a structuré et formalisé l'ensemble de nos actions sur le sujet qui permettent à la fois de mieux organiser l'activité pour notre personnel et de proposer des actions pour le confort voyageur, notamment pour pouvoir refroidir les rames quand on le peut, les garer aux bons endroits ou les refroidir grâce à de l'eau plus froide éventuellement. Pour ça aussi, évidemment, on a toute une organisation liée à la prévention et à la protection de nos infrastructures, des actions de maintenance et d'entretien patrimonial, à la fois sur ce qui concerne le débordement des fleuves. Donc, on l'a parlé en termes de crues, on a un PCA inondation et on a un plan de protection contre le risque inondation, qu'on appelle un PPRI, où on a une édification progressive des protections anti-crues en voirie, pour limiter les risques d'entrée d'eau. Et on sait, avec un réseau historique très ancien, qu'on y est sujet, je pense à la ligne 1 notamment, où on a un certain nombre de points d'édification. On a plus de 70 zones d'édification sur le réseau. Ça, on assure notre maintien en conditions opérationnelles de notre PCA et de notre PPRI avec des exercices réguliers qui font l'objet de retours d'expérience et on s'inscrit régulièrement dans les exercices proposés par la préfecture. Je pense à Sequana en 2016 ou l'exercice sur le 15e arrondissement en 2018 qui nous permet de mettre à l'épreuve nos procédures et puis d'en tirer des enseignements pour s'améliorer. Et puis on s'organise annuellement des exercices internes sur le sujet pour tester nos interfaces et nos fonctionnements internes. Et puis sur les risques plus récents, liés plus aux pluies diluviennes, aux épisodes caniculaires, on s'est doté aussi d'un plan de prévention contre le changement climatique depuis 2018 pour avoir des analyses de la vulnérabilité de nos ouvrages en terre, talus, déblais, remblais, et on pense à l'incident notamment de Courcelles-sur-Yvette où on avait su à la fois réagir en termes de continuité d'activité, mais où du coup on a développé des équipements, des capteurs permettant
d'identifier et de suivre ces zones sensibles et donc de prévenir le risque, hein, en ayant aussi des parcours à vitesse réduite des premiers trains qui passent sur ces zones éventuellement. Des surveillances renforcées, à la fois humaines, on a des parcours et des parcoureurs de voies, notamment en période caniculaire, et on a des capteurs, on a de plus en plus de capteurs connectés sur l'ensemble du réseau pour pouvoir surveiller nos infrastructures. Et puis, on travaille bien entendu à identifier nos points chauds pour avoir des dispositifs de protection thermique selon, voilà, vous voyez le réseau RATP, il y a un certain nombre de points, y compris dans nos ouvrages plus enterrés, où on peut avoir des vulnérabilités de chaleur. On travaille aussi avec les moyens plus nouveaux, comme des dispositifs de végétalisation de nos ouvrages, pour pouvoir voilà, accompagner ce changement climatique et des expérimentations de nouveaux capteurs. Et puis, Madame Hanen l'a cité, on a un plan de renouvellement du matériel roulant qui, bien entendu, intègre ces nouvelles exigences de confort climatique, puisque progressivement, les parcs de matériel roulant des lignes qu'on exploite sont renouvelés avec des équipements, notamment de ventilation réfrigérée, comme vous l'avez dit, qui sont moins coûteuses en énergie et adaptés à nos infrastructures, puisqu'on ne peut pas climatiser forcément des matériels roulants en réseau souterrain dans des réseaux historiques datant de 1900 qui n'ont pas les dispositions nécessaires. Voilà, donc on avance et on avance avec l'ensemble de nos partenaires, donc aussi l'ensemble des réseaux qui sont en interface avec nous, Enedis, RTE et d'autres opérateurs en Île-de-France. On est dans une logique de partage, de co-construction. C'est pour ça qu'on a mis la cartographie de nos ouvrages partagés avec les tiers est disponible pour bien identifier les points de vulnérabilité. Et on pense vraiment que ça nous permet d'être plus forts quand on est tous ensemble et qu'on partage cette même vision du risque pour proposer des solutions et une meilleure résilience de nos territoires et donc de notre continuité d'activité pour le transport, mais de nos réseaux partenaires aussi. C'est important. Et puis, on continue à travailler, à identifier. Donc, on partage d'ailleurs avec IDFM dans nos plans quinquennaux d'investissement l'ensemble de ces mesures pour pouvoir mieux équiper le réseau de ces capteurs, renouveler le parc de matériel, etc. Mais on a aussi identifié parfois les possibilités qui ne nous sont pas ouvertes aujourd'hui d'accéder à des fonds spécifiques comme le fonds Barnier, qui est plutôt un dispositif assurantiel destiné aux particuliers et qui malheureusement, si des entreprises comme la nôtre pouvaient y avoir accès, permettrait sans doute d'investir peut-être au bénéfice de la résilience globale de notre territoire. Merci beaucoup. Voilà. Oui, merci beaucoup, Madame Geschwind. Nous restons toujours sur cette question des modes de transport ferroviaire et transport en commun. Virginie Bordage-Gressier à SNCF Réseau Île-de-France, vous êtes en charge du Centre de compétences en développement durable. Et donc, Vous travaillez sur ces questions d'adaptation au changement climatique. Plaisir de vous donner la parole. Merci. Oui, bonjour. Alors, je ne vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit parce qu'on a à peu près les mêmes problématiques. Alors, pour reprendre un petit peu et donner des exemples concrets dans l'univers ferroviaire, donc au regard des 4 aléas principaux que nous connaissons tous, donc les chaleurs extrêmes, les précipitations extrêmes, le vent, le froid extrême, on a donc différents impacts. Alors, pour la chaleur extrême, on peut avoir quatre types d'impact. Le risque de déformation de la voie ou de la détente de la caténaire, les risques d'incendie aux abords de la voie, les risques de détérioration des installations informatiques et électroniques avec de nos postes de commande informatisés et bien sûr aussi les conditions de travail très dégradées pour nos agents qui interviennent sur le terrain, sur les voies ferrées. Le deuxième aléa, les précipitations extrêmes, on en a parlé, les épisodes de très fortes précipitations, 2 types d'impacts principaux. On a les risques de glissement de terrain aux abords de la voie ou d'effondrement de la voie, soit du support de la plateforme quand les voies sont en remblai, soit sur les voies quand elles sont en déblai. Les risques d'inondation de la voie ou des installations techniques, notamment celles liées à l'alimentation électrique, à la signalisation ferroviaire.
Sur le vent, l'aléa vent extrême, épisode de tempête, il ne faut pas l'oublier, on a un réseau pas complètement enterré comme la RATP, on a aussi on a tous nos réseaux extérieurs. Donc là, le vent et les épisodes de tempête, on a les impacts sur la chute d'arbres sur les voies et sur la caténaire ou la détérioration de nos bâtiments. Et le froid extrême, avec les épisodes de grand gel qui ont pour impact des dysfonctionnements au niveau des aiguillages, du gel sur la caténaire, ça empêche le pantographe de capter le courant, ou des dégradations des différents composants de la caténaire et des équipements de signalisation. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans les mêmes types d'aléas qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, mais effectivement, ce que l'on voit et ce que me disait M. Votard ce matin, c'est que le dérèglement climatique fait que ces aléas seront plus fréquents, plus intenses et de plus longue durée, et en plus imprévisibles aussi. Donc c'est là que l'adaptation est importante. Alors comment faisons-nous pour nous adapter au sein de SNCF Réseau? Nous travaillons dans l'immédiat et sur le long terme. Nous agissons simultanément pour renforcer la réponse immédiate et pour renforcer durablement la résilience du réseau. Alors, une stratégie d'adaptation qui comprend 3 volets complémentaires, donc un renforcement du curatif, la cartographie préventive et la modification des normes de construction ou de renouvellement. Alors, sur le renforcement des moyens d'intervention curative, ça consiste à accroître en permanence l'efficience des équipes de maintenance en important notamment nos meilleures pratiques venues d'ailleurs en France. On a un réseau sur l'ensemble du territoire, de Lille à Marseille. Bien sûr, la météo et le climat n'est pas tout à fait le même. Donc, on a justement ce retour d'expérience de nos autres régions et qu'on utilise en Île-de-France, et puis ensuite des benchmarks évidemment au niveau des autres gestionnaires d'infrastructures dans le monde. On optimise aussi régulièrement notre partenariat avec Météo France pour la qualité du dispositif d'alerte et pour accroître ainsi les possibilités d'anticipation de nos équipes d'intervention. Je vous donnerai 4 exemples concrets sur ce qui peut être fait au niveau des systèmes de réglage de la tension de la caténaire. C'est des choses qui sont réalisées toute l'année en prévision des périodes chaudes. On a actuellement en Atlantique, sur l'axe Atlantique, on teste un produit qu'on met sur les caténaires pour retarder la formation du givre. L'identification, bien sûr, des arbres à risque et la coupe anticipée des arbres les plus proches de la voie pour éviter les incendies ou les chutes de branches, et l'alerte Vigicru, on en parlait aussi tout à l'heure, avec des actions de nos mainteneurs selon le seuil atteint par l'eau. Sur le deuxième volet de cette stratégie d'adaptation, on a la cartographie préventive des risques sur les portions les plus sensibles du réseau. Je prends juste un exemple. Nous sommes en train de finaliser un diagnostic des vulnérabilités actuelles et futures aux effets du dérèglement climatique sur l'axe Seine. Entre Paris et Le Havre, c'est à peu près 400 km de lignes étudiées de la gare Paris-Saint-Lazare à celle du Havre, en incluant le port du Havre pour mon collègue d'Aropac tout à l'heure. Et là, on étudie tous les systèmes de l'infrastructure, ces 72 composants d'infrastructure qui sont étudiés, qu'on confronte à 15 aléas climatiques, et selon les 2 scénarios du GIEC, le RCP 4.5 et celui sans atténuation, donc le 8.5, en se situant à 2 horizons climatiques, donc le moyen terme 2040-2050 et le plus long terme 2080. Le troisième volet, c'est la modification des normes de construction et de rénovation du réseau. Ma collègue de la RATP le disait aussi. Depuis les années 2000, donc, on a commencé à introduire de nouvelles normes sur de très nombreux chantiers. 3 exemples. Les nouvelles normes mises en œuvre après l'analyse détaillée de la canicule de 2003 en termes de conception. Par exemple, les voies sont dimensionnées différemment pour englober justement ces variations de température. Les nouvelles normes aussi concernant le passage des eaux au sein de tout nouvel ouvrage d'art ou de tout renouvellement, avec des prises en compte des eaux, des plus hautes eaux pour les ouvrages nouveaux renouvelés. Et les nouveaux plans de gestion aussi de la végétation aux abords de nos voies. Alors, ce sont 3 volets complémentaires qui ont toujours chez nous la même priorité aussi absolue, qui est la sécurité des circulations. Alors, toujours 2 objectifs, réduire les conséquences des incidents provoqués par les aléas climatiques et réduire la vulnérabilité donc, du réseau ferroviaire à ces différents aléas climatiques.
Alors, vous nous avez posé la question de quelles actions les pouvoirs publics nous semblent nécessaires. Déjà, un grand et simple merci de nous poser la question. Je vous propose 2 réponses et avec 2 mesures concrètes. La première, c'est que les pouvoirs publics doivent peser encore plus fort contre les causes du mal, par un moratoire, notamment sur tout projet d'infrastructure qui favorise la mobilité carbonée, en engageant des actions particulièrement coercitives contre les atteintes à l'environnement. Madame Martin le soulignait ce matin, et encore plus quand elles sont aggravées par les risques d'atteinte aux équipements publics. Je pense en matière d'urbanisation, on le disait, mais mieux veiller encore au respect des règles en matière d'écoulement des eaux, l'amont de notre voie ferrée. Voilà, au niveau de l'écoulement des eaux, ça se déverse pas effectivement chez nous. Autre réponse, que les pouvoirs publics doivent agir encore plus fort en faveur des solutions, avec un renforcement des investissements dans les infrastructures de mobilité décarbonées, renforcement du réseau ferroviaire, bien sûr, et renforcement dans les infrastructures de la mobilité décarbonée de proximité, avant et après le train. Par un soutien massif aussi aux évolutions des comportements, on l'a dit ce matin, évolution des comportements des acteurs individuels et collectifs, en intensifiant la présence symbolique positive, en intensifiant les prises de conscience et les outils simples d'auto-évaluation. On l'a dit aussi, développer la formation professionnelle et la création de filières dédiées à ces sujets. Je crois que c'est Madame Lelièvre ce matin et Madame Charmé qui en parlaient, et continuer de coordonner les acteurs aux côtés du DFM et de réunir tous les acteurs concernés et favoriser les actions mutualisées comme vous le faites, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Enfin, je terminerai juste par un vœu. En tant que cheminote et fresqueuse, je suis fresqueuse, animatrice de la fresque du climat pour ceux qui le connaissent, et puis agent d'une entreprise engagée dans la bataille pour le climat. Je crois que l'Île-de-France, parce qu'elle est la plus grande métropole de l'Union européenne, pourrait se fixer l'ambition collective, et nous serons là à vos côtés, d'être le leader qualitatif et quantitatif dans les solutions d'adaptation et dans cette lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame Bordage-Gressier. Vous faites bien d'ailleurs de parler de la sensibilisation des collègues et des partenaires en tant que fresqueuse à titre personnel. Hein. C'est intéressant aussi de rappeler cette importance-là. Hein, s'il y a eu un leitmotiv encore une fois ce matin et que je commence à identifier aussi dans cette table ronde, c'est le travail pas en silo et le décloisonnement un petit peu disciplinaire et professionnel, et la formation. Anaïs Vadbled, excusez-moi, hein, vous êtes référente responsabilité sociétale des entreprises, RSE, hein, direction Gare et Connexion Île-de-France. Vous êtes aussi avec nous en visio. Merci d'être avec nous, et je vous donne la parole, et je pense qu'on a peut-être quelques secondes pour que le micro s'enclenche, mais la parole est à vous. Merci. Hein. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc Anaïs Vadbled, effectivement, moi je travaille au sein de SNCF Gare et Connexion, direction des gares Île-de-France, qui a en charge l'exploitation et le développement des gares sur le territoire de l'Île-de-France. Alors les gares face au changement climatique, vous en avez parlé ce matin, les gares sont des bâtiments, donc ils subissent effectivement de plein fouet les événements climatiques extrêmes ou ce que vous avez nommé comme étant les événements climatiques qui désormais deviennent la norme. Mais au-delà de ça, nous sommes aussi un établissement recevant du public, et avec la particularité en Île-de-France d'être mass transit, donc avec 3 millions de voyageurs, plus de 3 millions de voyageurs qui passent quotidiennement dans nos gares. Cela nous renforce aussi dans la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique pour garantir la sécurité de nos voyageurs. D'autant plus, comme l'a rappelé ma collègue Virginie à l'instant, que nous sommes un groupe SNCF qui est plutôt du côté des solutions bas carbone, et donc nous avons aussi l'ambition de développer encore plus le ferroviaire. Donc on va aussi croître l'impact et la présence des gares vis-à-vis de ce changement, l'adaptation au changement climatique. Alors mes collègues l'ont très bien expliqué, que ce soit RATP ou SNCF, nous sommes soumis effectivement à différents aléas, que ce soit vis-à-vis de l'eau, donc avec les inondations par débordement, les remontées de nappes ou les pluies
diluviennes ou les vagues de chaleur. Et aujourd'hui, nous avons déjà à faire face à ces événements et devoir mettre en œuvre des actions réactives pour pouvoir notamment garantir la sécurité de nos voyageurs dans nos emprises et puis pouvoir aussi les informer vis-à-vis de ces événements et de pouvoir rapidement, une fois que cet événement est passé, de pouvoir remettre en fonctionnement le plus rapidement possible nos gares et de pouvoir faire repartir le système ferroviaire. Et donc, nous avons déjà une certaine expérience, effectivement, sur diverses thématiques, et notamment l'inondation, comme le citaient mes différentes collègues avant moi, par les PPRI, donc les plans de prévention des risques inondation et la mise en place de plans de continuité d'activité. Nous avons déjà enclenché une certaine organisation des processus, des sensibilisations de nos agents pour pouvoir alerter à partir d'éléments d'alerte météo, de Météo France notamment, de pouvoir traduire ces alertes météo auprès de nos agents pendant des gestes métiers qui vont leur permettre d'une part d'informer au plus près, au plus juste et de façon réactive les clients, les voyageurs qui sont présents dans nos gares, mais aussi pouvoir commencer à préparer la gare vis-à-vis d'un événement climatique, déconnecter certains équipements en gare, mettre les ascenseurs en position haute en sécurité, pouvoir aussi mettre des bâtards d'eau, par exemple, pour empêcher l'entrée d'eau. Donc là, on est déjà dans la réactivité et de pouvoir bénéficier ensuite derrière à la remise en route du retour d'expérience qui nous a permis de grandir et qui nous continue d'ailleurs de nous faire grandir à l'échelle de l'Île-de-France, mais aussi à l'échelle de la France, parce que comme le rappelait Virginie, le groupe SNCF étant présent partout sur l'ensemble du territoire français, nous pouvons bénéficier aussi des expériences des collègues qui sont peut-être plus soumis à des risques de forte chaleur dans le sud, par exemple, certains qui sont plus soumis à des inondations dans certaines autres régions, et donc de bénéficier collectivement de cette expérience. Mais au-delà de ça, nous avons aussi, au sein de Gares & Connexions, développé l'expertise de cartographie des risques avec différents outils numériques, des outils de cartographie au plus fin, presque à la gare, de connaître la vulnérabilité précise dans chaque gare, donc dans chaque territoire, mais aussi en fonction des usages de chacune de ces gares, parce qu'on ne va pas traiter une gare qui se situerait face à un impact climatique important, mais qui qui est fréquentée par relativement peu de voyageurs, contrairement à une gare où l'impact climatique peut être plus faible, mais qui est fréquentée par beaucoup plus de voyageurs et qui pourrait avoir un impact très très fort sur la circulation ferroviaire. Donc nous allons cibler pour prioriser les actions dans les gares grâce à ces outils de cartographie, prioriser effectivement pour être plus juste des attentes vis-à-vis du système ferroviaire et puis pour aussi flécher nos financements puisque on l'a rappelé aussi tous collectivement que derrière tout ça, ce sont des financements qui peuvent être très importants et qu'il faut pouvoir aussi les prioriser. Les outils numériques, on les a aussi développés en expertise au sein de SNCF Gares & Connexions pour pouvoir modéliser les impacts sur notre patrimoine, donc de tester la résilience du patrimoine sur la base de différents scénarios élaborés par le GIEC et ainsi de connaître les conséquences sur les actifs. Donc ça va nous permettre de pouvoir anticiper les risques sur le bâtiment existant, mais aussi de pouvoir apporter une aide à la décision sur les rénovations ou les constructions neuves que l'on peut avoir sur les gares. Et là, on va basculer dans un autre volet d'action qui est plutôt l'éco-conception, qui n'est pas neuve. Hein. On fait de l'éco-conception depuis longtemps parce que l'enjeu environnemental est déjà au cœur de notre ambition de Gares & Connexions, mais on va mettre le volet climat encore plus fort. Et donc, nous sommes en ce moment en déploiement d'une démarche assez forte pour former l'ensemble des acteurs des projets, que ce soit la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les mainteneurs aussi présents en gare, à cette éco-conception et à la prise en compte du climat dans la conception, de pouvoir apporter par une conception simple et frugale du confort thermique à nos clients. Mais aussi, et un exemple très concret et assez récent d'une inauguration du pôle d'échange multimodal d'Étampes, donc dans le 91 sur la ligne C du RER que nous avons fait récemment avec Île-de-France Mobilité, où nous avons notamment mis en œuvre des systèmes végétalisés, des noues, un parking semi-imperméabilisé pour pouvoir infiltrer à la parcelle les eaux pluviales et donc ne pas renvoyer les eaux pluviales dans les réseaux collectifs et donc de prendre aussi notre part de responsabilité dans cette gestion des eaux.
Maintenant, là, on est plutôt sur une action à moyen, voire long terme, parce qu'un projet en gare, ça court sur plusieurs années, mais on a aussi besoin de répondre aujourd'hui aux attentes de nos clients, de nos donneurs d'ordre, de nos parties prenantes. Et donc, on développe aussi des aménagements spécifiques dans les gares aujourd'hui, des aménagements peut-être plus petits, plus agiles, que l'on peut déployer de façon un peu plus massive. Je pense notamment aux abris confortables que l'on met en œuvre sur les quais de certaines gares pour pouvoir protéger les clients en cas d'intempéries, grand froid ou grande chaleur et leur permettre d'attendre dans des conditions le plus confortables possible. Une solution aussi relativement simple à mettre en œuvre, c'est d'étendre les abris de quai, donc ces protections qu'il y a sur le quai pour pouvoir abriter un maximum aussi nos clients pendant les périodes d'attente. Et nous requalifions aussi les espaces souterrains de nos gares, puisque les passages souterrains ou les espaces d'attente souterrains en gare sont aussi des endroits qui peuvent servir de refuge en cas de forte chaleur, par exemple, plutôt que de faire attendre nos clients sur les quais où ils seraient très exposés à l'ensoleillement, de pouvoir les faire attendre dans des espaces configurés, correctement aménagés, dans ces espaces qui sont donc présentant une inertie thermique un peu plus importante. Et puis aussi après dans des équipements plus légers, par exemple mettre en œuvre des fontaines d'eau, puisqu'aujourd'hui en cas de canicule avec SNCF Voyageurs Transilien, on met en place de la distribution de bouteilles d'eau auprès de nos clients. Là, ce serait de leur offrir aussi un service complémentaire avec des fontaines d'eau en gare qui pourraient recharger leurs propres gourdes avant d'entreprendre leur voyage. Donc, ce sont des actions qui s'organisent, une montée en compétences de l'ensemble de nos acteurs, de nos agents présents en gare et puis des acteurs des projets gares, en partenariat avec nos parties prenantes et notamment Île-de-France Mobilité, qui est quand même notre principal financeur. Mais aussi, les gares étant implantées dans le territoire, nous voulons aussi travailler et être vraiment une partie prenante, notamment des PCAET, des plans climat, air, énergie des territoires, puisque nous pouvons aussi être une solution. Et les gares peuvent proposer des actions. Alors là, on sort un peu peut-être de l'adaptation au changement climatique en étant des supports, par exemple, pour le déploiement de photovoltaïque et de la production d'énergie renouvelable, mais aussi éventuellement de revoir l'usage de la gare comme étant potentiellement un refuge en cas de forte chaleur dans des espaces qui seraient aménagés, ventilés naturellement, correctement conçus, mais aussi végétalisés sur les parvis, par exemple, et donc offrir un élément, notamment pour le confort thermique des clients, des voyageurs, des riverains, mais aussi des espaces aménagés pour préserver la biodiversité. Donc, à ce titre-là, nous sommes vraiment partie prenante. SNCF Gare et Connexion veut vraiment travailler avec les territoires, quelle que soit leur échelle, à l'échelle de la collectivité, à l'échelle du département, des comités d'agglo et aussi, bien sûr, de la région, pour pouvoir travailler ensemble sur la connaissance, mieux comprendre les aléas à l'échelle à la maille la plus fine possible du territoire et trouver les solutions communes pour garantir une résilience, bien sûr en tant que SNCF Gare et Connexion, la résilience du système ferroviaire, mais aussi en tant que gare présente dans vos territoires à tous, être partie prenante de la résilience territoriale. Et puis, sur un dernier point et un peu en termes de conclusion, le partage des solutions passe aussi bien sûr par le partage des données et des financements qui nous permettraient ensemble de pouvoir garantir des mobilités frugales et des mobilités résilientes à tous sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France. Je vous remercie, Madame Vadbled. Et puis, ce terme résilience, je pense, va revenir de plus en plus face à toutes ces aléas météorologiques, les événements météorologiques extrêmes, les vulnérabilités que vous diagnostiquez très justement. On a parlé de transport en commun souterrain, évidemment, le ferroviaire, et nous avons bien fait, le Conseil régional a bien fait de rassembler évidemment des acteurs de différents modes de transport. On va pouvoir justement parler avec Christophe Hugues du transport plutôt routier, qui chez Vinci est directeur général adjoint, maîtrise d'ouvrage et environnement. Donc ravi de vous avoir avec nous aussi en visio, Monsieur Hugues, et on vous donne la parole. Je pense que votre micro fonctionne, tout va bien. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien, merci à vous. Ok, parfait.
Donc Vinci Autoroute est concessionnaire de 4443 km d'autoroute en France, c'est la moitié du réseau concédé au total. Donc on s'est engagé dans un plan ambitieux de transformation de l'autoroute avec l'idée de favoriser une meilleure intégration environnementale et puis une large décarbonation. Mais dans notre plan, on a aussi intégré un large pan associé à limiter les impacts du changement climatique sur notre activité. Alors pourquoi ? Parce qu'on a 85% des flux de transport de personnes ou de marchandises qui passent par la route, dont un peu plus d'un quart qui passent par l'autoroute. Donc l'autoroute, c'est un organe important dans la continuité de service et dans le transport des biens de première nécessité, comme on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, notamment en 2020. Alors, quand on regarde les projections du GIEC, on l'a évoqué auparavant, on a de plus en plus d'événements qui vont être de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. Donc pour nous, l'enjeu, c'est que notre infrastructure, elle soit plus résistante, mais surtout plus résiliente. Alors la nuance pour moi, c'est la résistance, c'est qu'elle est capable de résister mieux aux événements, et la résilience, c'est que quand on subit un événement, on est capable de remettre plus vite en service et de moins être impacté par l'événement dans notre exploitation et dans la disponibilité du service autoroutier. Alors, quels événements on subit ? Ce qu'on a connu dernièrement, c'est des événements hydrauliques et des événements associés à la chaleur et notamment aux incendies. Sur les pluies extrêmes, le sujet, c'est qu'on a l'autoroute a été conçue il y a 50, 60 ans dans sa grande majorité. Donc, il y a eu de l'urbanisation sur les bassins versants. Et puis, toutes les références climatiques qui avaient été utilisées pour le dimensionnement des autoroutes. Et on a des règles extrêmement exigeantes pour le dimensionnement et la conception de nos infrastructures. Toutes ces règles, elles se confrontent à une réalité qui est un petit peu différente aujourd'hui, avec des événements très intenses, très fréquents, qui n'étaient pas forcément prévisibles à l'époque. Donc, alors, je ne sais pas si tous les événements qu'on a subis dernièrement sont la conséquence du changement climatique, mais ce dont on est absolument certain, c'est qu'avec le changement climatique, on va connaître de plus en plus de ces événements extrêmes. Donc, c'est ce à quoi on se prépare. Alors moi, je voudrais en citer deux parce que c'est toujours des moments difficiles pour notre exploitation, pour nos opérationnels à vivre. On a eu en 2016 une très grosse inondation au nord d'Orléans. Pendant 2 semaines, on a eu 1,50 m d'eau autour de l'autoroute, donc ça veut dire que l'autoroute était complètement fermée, 4 poches d'eau. C'était une rivière souterraine qui a débordé suite à une succession de pluies dont on estime la récurrence à 150 ans. On a eu pas mal d'événements comme ça, et un autre très fort, là, très récent, en septembre 2021. Là, on est dans le Gard et l'Hérault, sur l'autoroute A9, et on a eu plus de 240 mm de pluie en 4 heures, donc un événement avec une période de retour entre 500 et 1000 ans si on projette les courbes. Ça n'a plus beaucoup de signification à ce niveau-là, juste pour démontrer, si c'était encore nécessaire, que les courbes qui nous permettent de faire les dimensionnements, qui nous permettaient de faire les dimensionnements, sont plus trop d'actualité. On a un gros sujet incendie, comme je le disais en introduction. Le réseau autoroutier traverse des zones naturelles remarquables. On a des massifs forestiers qui sont classés en zone de défense contre les incendies. Là aussi, en août 2021, on a eu un événement difficile autour de l'A57 avec le massif des Morts, où il y a eu 8000 hectares de forêt qui ont brûlé. Donc, on s'attaque à tous ces sujets. Parallèlement, je ne le développerai pas, mais on a une démarche assez similaire sur la sismique, où on a eu des grosses évolutions réglementaires. Et donc, on approche de façon globale l'ensemble des risques naturels. Alors, on a commencé par réaliser des études de diagnostic, de priorisation pour constituer notre plan résilience, avec plusieurs étapes. La première, ça a été une grosse étude sur notre réseau nord, qui s'appelle le réseau Cofiroute, qui était dédié au risque inondation. On a travaillé avec notre bureau d'études Résilience, qui est un bureau d'études interne à Vinci, qui est spécialisé dans ces questions de résilience climatique. Et on a identifié les sections les plus vulnérables au risque d'inondation avec 4 paramètres. L'exposition aux aléas climatiques, la sensibilité de l'infrastructure, notamment en termes de topographie, de géométrie de conception, la vulnérabilité du territoire liée notamment aux densités de population, à l'activité économique, et la capacité de gestion de crise et notamment l'accès rapide des services de secours. Cette étude nous a donné des premiers résultats qu'on a décidé de généraliser avec une étude plus globale. Donc là, on a travaillé carbone 4 selon la méthode CEREMA, mais je crois que j'ai entendu un petit peu avant des méthodologies similaires. Donc c'est la méthode L3 pour ceux qui connaissent. En fait, on caractérise l'ensemble du réseau autoroutier à sa vulnérabilité face à 11 aléas.
où on retrouve les extrêmes froids, les extrêmes chauds, la neige, les ruissellements, les inondations lentes de nappes, les inondations de crues violentes, glissement de terrain, sécheresse, retrait-gonflement des argiles, qui peut être un vrai sujet aussi, les feux, les submersions marines. Et on étudie ça à 2 horizons, 2035-2085, avec 2 scénarios climatiques, un tendanciel et l'autre avec une politique ambitieuse sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on différencie selon les axes et leur importance en termes de trafic. Alors, les résultats, en fait, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 2 aléas qui vont s'accroître significativement dans les années à venir, qui sont les feux de végétation et les inondations crues violentes. On a une prédominance de ces risques aujourd'hui autour du pourtour méditerranéen. Mais ce qu'on constate, c'est que sur le pourtour méditerranéen, ces risques vont augmenter, mais ils vont se propager vers le nord, notamment sur le réseau Cofiroute. Et le nord du réseau Cofiroute, c'est l'Île-de-France. Alors, les solutions, on a des actions sur les sites qui sont directement identifiés, sur lesquels on a des événements, des réponses immédiates et aussi un plan de long terme. Donc, sur la partie incendie, déjà notre objectif, c'est de limiter les risques de propagation des incendies, et notamment, il y a un vrai sujet avec les mégots, donc on met en place des dispositifs qui ont pour vocation de prévenir les projections de mégots sur les bords de route qui peuvent déclencher des incendies. Ça, c'est ce qu'on appelle les aménagements passifs. Et puis, on met en place aussi des aménagements actifs, ce qu'on appelle des SPACI, des systèmes de protection. En fait, ce sont des mâts qui font de l'absorption, qui permettent d'humidifier les sols et qui permettent aussi de garantir pour les services de secours d'avoir un peu plus de temps pour intervenir. Monsieur Hugues, excusez-moi, je fais le mauvais rôle. Excusez-moi, je dois juste, parce que nous accueillons, et il s'excuse de son retard, mais nous avons la chance d'avoir monsieur le vice-président en charge des transports avec nous. Il est en train de se connecter ? D'accord. Dès qu'il est connecté, je me permettrai. Et mes excuses, monsieur Hugues. Donc, si je comprends bien, vous pouvez poursuivre votre lancée. J'ai fini dans 3 minutes. 3 minutes. Je vous en prie. Dès que j'ai le signal comme quoi monsieur Baudet est avec nous, on le laissera intervenir pour vous saluer et pour montrer justement le volontarisme de la région sur les transports durables. Je vous en prie, monsieur Hugues. Voilà, donc deuxième volet, c'est les luttes contre les plus extrêmes, les crues et les inondations. Donc, il y a eu un gros travail, je vais passer rapidement sur tout ce qui est développement de la gestion de crise avec des contrats d'intervention d'urgence, des procédures de gestion adaptées, notamment sur les fortes chaleurs, on l'a évoqué tout à l'heure. Et ensuite, on a eu des actions sur le court terme. Par exemple, on a le duplex A86 en Île-de-France qui est susceptible d'être inondé s'il y a une grosse crue de la Seine. On a totalement, il y a 3 ans, modifié l'organisation des équipements et de l'informatique de façon à pouvoir tout débrancher en mode clip, c'est-à-dire qu'on peut débrancher tous les câbles très très vite, tout fermer et mettre dans des espaces étanches pour qu'en cas d'inondation, il n'y ait pas de dommages durables qui soient faits au fonctionnement du tunnel. Et ça, par rapport à la situation il y a 5 ans ou 10 ans, ça nous permet, après une inondation majeure, si elle devait arriver, non pas d'avoir 6 mois d'interruption de fonctionnement du tunnel, mais seulement quelques semaines. On a aussi des cas, je parlais du nord d'Orléans tout à l'heure, où on a fait des travaux plus massifs avec la réalisation de dépressions dans le sol autour des espaces inondables de façon à créer des zones de stockage, des ouvrages hydrauliques de transparence avec des sections importantes qui permettent de rendre l'infrastructure autoroutière transparente dans le fonctionnement hydraulique et de minimiser les impacts d'une crue. Juste le point sur ces sujets inondations, on l'a évoqué, mais c'est que c'est des sujets qui ne se regardent pas ponctuellement, c'est des sujets qui se regardent à l'échelle de tout un bassin versant ou à l'échelle d'un cours d'eau et qui nécessitent des partenariats qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place et à prolonger dans le temps. Et c'est sûrement un sujet sur lequel je pense qu'on peut progresser à l'avenir. Voilà, donc en conclusion, j'ai accéléré un peu à la fin. L'objectif pour nous, il est double. C'est à la fois de répondre à des événements qu'on a connus par le passé avec des mesures de protection et de prévention, mais aussi de créer les conditions d'une résilience fonctionnelle qui nous permet, en cas d'événement, de pouvoir remettre très vite en service l'autoroute pour qu'elle puisse assurer son rôle de continuité du territoire et de transport des biens de première nécessité. C'est dans cette logique qu'on a construit tout notre plan et notre schéma directeur. Et j'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur Hugues. Merci beaucoup. J'ai l'information que M. Baudet va nous rejoindre dans quelques instants. Et en attendant, mais bien sûr, pas last, mais certainement pas liste, parmi vous, experts sur les sujets, nous sommes avec Antoine Berbin, directeur général délégué chez Aropa. M. Baudet est là ? Très bien. Monsieur le vice-président des Transports, merci d'être avec nous. Et on vous donne la parole pour
évoquer plus qu'évoquer, mais parler en réaction aux interventions qui ont été faites et sur la politique et transport. Allez-y. Pardonnez, en fait, je ne peux pas réagir aux interventions qui ont été faites puisque je viens de me connecter à l'instant, parce que j'étais auditionné dans le cadre de la mission d'information et d'évaluation sur le méga projet EOL. Donc vous savez tous qu'il est annoncé en dépassement de 1,7 milliard. Et par conséquent, je vais être auditionné pendant 2 heures. Donc voilà, je viens juste me faufiler 5 minutes et c'est pour le coup, du coup, assez périlleux puisque je me retrouve à faire un exercice sans avoir entendu les débats. Et donc, non, je vous en prie, monsieur le vice-président. Avec un risque évidemment de tomber peut-être à côté des sujets que vous avez évoqués. Mais enfin, peut-être pour dire 2-3 mots sur la démarche qui nous réunit aujourd'hui. J'étais sur EOL, je viens de le dire, donc sur une continuité de développement très forte de l'offre de transport, quand même plutôt de nature à permettre le report modal et donc par nature également, en tout cas c'est souhaitable, à participer activement à la lutte contre le changement climatique. Et en cela, je veux saluer l'initiative du vice-président et ami Yann Verling qui se bat énormément sur ces sujets. Et merci, dans le cadre de votre plan régional d'adaptation au changement climatique et de cette journée d'assises, d'avoir mis le transport et les mobilités au sens large à l'ordre du jour, puisque évidemment, c'est au cœur de cet enjeu d'adaptation. Et puis, pour le coup, pardon de le dire ainsi, c'est un peu égocentré, mais c'est encore plus le cas dans une région comme la région Île-de-France qui concentre sur son territoire 18% de la population sur seulement 2% du territoire. Donc autant dire que les enjeux ici sont peut-être évidemment plus forts qu'ailleurs. J'imagine que à travers la liste des intervenants qui ont pris la parole avant moi, vous avez évidemment évoqué toutes les formes de résilience possibles des artères que sont les infrastructures majeures, la question du confort des voyageurs, le développement, le maintien de l'offre et du développement de ce que l'on appelle depuis longtemps maintenant le mass transit, si essentiel, peut-être d'ailleurs sans doute avec quelques incises liées très directement à la condition climatique, à la fois à la question de la chaleur et du froid dans les matériels roulants, l'impact du climat sur l'infrastructure, le froid ou le très très chaud sur les rails, les inondations potentielles. Moi, je me souviens quand même qu'à quelque chose comme 5 ou 6 centimètres d'eau en plus, il y a 2 ou 3 ans, on n'est pas passé loin de la catastrophe sur Paris intramuros. On a vécu un ralentissement du réseau avec un confinement. On n'a pas vécu une absence totale du réseau francilien avec les gens qui travaillaient normalement. Et en l'occurrence, si tel avait été le cas, on aurait pu vivre une véritable catastrophe. Et donc, évidemment, toutes ces questions-là, en matière d'aménagement du territoire, où on positionne les rails, les matériaux sur lesquels il faudra travailler demain, les systèmes de refroidissement dans les wagons et ou de chauffage d'ailleurs, sont évidemment des sujets très importants. J'imagine peu ou prou qu'ils ont été abordés avant que je ne prenne la parole. Moi, s'il y a un point sur lequel je voulais peut-être ajouter un point de vue. Mon discours est connu, ça fait des années que je le répète, mais j'ai une petite fierté. On ne réussit pas tout. Les changements en matière de mobilité sont extrêmement longs. On est véritablement dans l'expression du temps court de la vie publique quand on est sur la question des transports et notamment sur les investissements d'infrastructures. On aura mis 24 milliards sur les infrastructures en 10 ans, c'est juste historique. Mais si j'ai une fierté en réalité, c'est que nous avons, dans un débat public assez difficile d'ailleurs il y a encore quelques années, réussi à faire tomber cette espèce de paroi étanche que l'on avait érigée entre le transport public et donc les gens évidemment bien sous tout rapport qui prennent les transports publics et la route et donc de facto tous ces méchants pollueurs qui nous enquiquinent. Et si on a voulu faire tomber ce mur étanche, ce n'est pas, comme je l'ai entendu dans l'hémicycle de la région lorsque nous avions voté le premier plan route pour faire revenir
les tractions qui polluent les routes parisiennes, c'est parce que, adossé à la révolution environnementale, à la révolution numérique, à la révolution technologique, s'il y a un secteur sur lequel nos mobilités doivent absolument évoluer, pour des raisons climatiques, ça a été dit, des raisons de pollution de l'air, mais également pour des raisons de congestion, de bien vivre ensemble, de gain de qualité de vie, etc., c'est évidemment la route qui, même si on me prend toujours pour un cinglé quand je dis ça, qui est le seul réseau de transport, le seul faisceau de transport aujourd'hui qui n'est pas saturé. Et là, toutes celles et ceux qui se sont rendus aux assises à Saint-Ouen, s'il y en a qui sont présents à Saint-Ouen et qui ont mis 2 heures de bagnole ce matin avec 400 km de bouchons, me disent « mais ce type est cinglé ». Enfin, on n'ose pas me le dire. La vérité, c'est qu'avec 1,2 usagers par véhicule, l'autoroute, quand il y a 400 bornes de bouchons, elle est vide. Et on sait qu'avec 1,8 passagers par voiture, on n'aurait plus de bouchons en Ile-de-France. Passer de 1,2 à 1,8, dit comme ça en matière de mathématiques, ça paraît super simple. En vérité, c'est des changements profonds dans la vie et donc dans la gestion de la structure routière. Il y a une petite application qui existe sur Internet que j'adore, je ne me souviens jamais du nom d'ailleurs, où l'on voit les routes parisiennes, franciliennes complètement saturées, puis vous cliquez sur un bouton et il ne reste que les véritables personnes qui sont dessus. Et on voit bien que contrairement à des trains qui sont saturés dans leur mode, dans leur capacité d'emport, dans leur rythme, même quand on réussit à les automatiser et à les rapprocher les uns des autres, on a une capacité sur la route qui peut accompagner toutes les révolutions qu'on a évoquées, environnementales et donc climatiques, mais aussi numériques, et aller, parce que ça fait partie des révolutions que nous allons vivre les uns et les autres d'ici une quinzaine d'années, on en sent les prémices, passer d'une culture de la liberté adossée au culte de la propriété de sa bagnole à une culture de l'usage qui va s'imposer à nous dans les 10 ou 15 ans. Et ça va tout changer. Et évidemment, ça passe par une autre utilisation de la route. Alors évidemment, il y a la question de la restructuration de la route, il y a la question évidemment des matériaux que l'on utilise pour faire la route, mais enfin, en soi, c'est pas la route qui pollue, c'est ce qu'on met dessus. Une route, c'est aussi un endroit sur lequel on fait passer des vélos, sur lequel on peut faire passer des bus, sur lequel demain on pourra faire passer des véhicules autonomes. C'est la raison pour laquelle on est très très engagé. On fera d'ailleurs notre plan route numéro 2 dans quelques mois qui sera débattu à l'Assemblée plénière. C'est pour ça qu'on se bat depuis des années, par exemple, pour des voies dédiées qui ne fassent pas 3 km sur l'autoroute A6 pour arriver sur la porte d'Orléans, ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien, mais qui fassent 20-30 km, qui fassent que, ce qui est le seul vecteur qui intéresse les Franciliens, comment je gagne du temps. On passera au covoiturage sur une voie dédiée quand je serai capable de faire Évry-Courcouronnes, vous me pardonnerez, c'est la ville où je suis maire, c'est un peu égocentré, porte d'Orléans, en 10 minutes plutôt qu'en 2 heures le matin. Ça nous fera changer d'habitude. Donc, je pense que la question de la route doit être remise au centre du débat, non pas comme, d'une certaine manière, l'exégèse de la pollution des 50 dernières années, mais plutôt comme une véritable solution de mieux vivre ensemble, de meilleure fluidité de transport, le tout évidemment adossé, mais ça c'est un vieux rêve d'enfant de la ville nouvelle d'Évry, à une région qui serait véritablement enfin aménagée de façon polycentrique. Voilà. Je ne sais pas si je suis complètement sorti des sujets, mais si j'avais quelque chose à exprimer, c'est aussi qu'on n'oublie pas ce sujet et que l'on sorte d'une certaine manière du regard extrêmement stigmatisant que l'on met sur la route. Non, je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Au contraire, vous avez été très complémentaire et vous avez adressé plusieurs questions qui ont été traitées par nos intervenants et nos collègues. Donc, je vous remercie d'avoir pris ce temps et de vous être extrait de la commission pour rejoindre nos spécialistes et nos représentants dans les secteurs des transports. Et nous continuons avec cette dernière intervention où on change un petit peu de mode de transport. Merci beaucoup. Hein, on vous en prie. On sait que vous devez rejoindre de nouveau Monsieur Baudet. Mais Monsieur Berbin, vous êtes avec nous et vous avez été patient jusque-là. Merci à vous. Hein, directeur général délégué chez Aropa. Donc là, on change par contre de mode de transport. On va se focaliser plus sur les ports. Comment l'adaptation au changement climatique est appréhendée chez vous ? Et il faut juste activer votre micro. On ne vous entend pas encore. Ça vient, voilà. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon. Merci. Je crois qu'en l'activant, je l'ai désactivé en fait. Donc merci à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Bravo à la région pour l'organisation de cet événement consacré à l'adaptation au changement climatique. Donc vous le savez, Aropa Port est à la fois maritime et fluvial et donc est soumis à la fois aux effets du changement climatique sur le niveau de la mer, mais aussi potentiellement sur
l'écoulement des cours d'eau navigables. En Île-de-France, ils sont nombreux, l'Yonne, la Seine, la Marne, l'Oise. C'est dire si nous sommes concernés par les effets potentiels et les effets du réchauffement climatique, puisque celui-ci est avéré. Nous sommes concernés, mais je pense aussi que nous sommes acteurs, parmi d'autres, engagés face au changement climatique, avec de multiples actions en cours qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment, c'est notre cœur de métier, en lien avec le transport de marchandises. Alors voilà, quels sont les effets du changement climatique qui nous impactent directement? D'abord, le changement climatique peut avoir en particulier des impacts très significatifs sur nos activités fluviales. En période de forte crue, le trafic fluvial est, vous le savez, interrompu. Nous sommes organisés pour faire face aux inondations, des activités qui sont situées sur les ports, en mettant en sécurité les installations, en évacuant les marchandises, en évitant de bloquer l'écoulement de la crue. Et de fait, les aménagements portuaires fluviaux sont conçus pour ça de longue date, puisque par nature situés au bord de l'eau et donc soumis au risque d'inondation. Peut-être que la crue de référence aujourd'hui, qui est la crue de 1910, va devoir évoluer pour autant pour la conception des nouveaux aménagements. Mais nos activités fluviales sont aussi potentiellement concernées en cas de sécheresse et de manque d'eau dans le réseau hydrographique navigable. Et dans ce cas-là, effectivement, le transport fluvial est potentiellement également impacté jusqu'à potentiellement s'arrêter, non pas par trop d'eau, mais par manque d'eau. Cette situation de manque d'eau, elle est fréquente d'ores et déjà sur le Rhin, dans sa partie aval, principalement celle qui n'est pas aménagée, pas pourvue de barrages de navigation. Les phénomènes de basse eau, c'est le terme qui est employé, sont fréquentes sur le Rhin et de plus en plus fréquentes, et ils empêchent ces phénomènes, la navigation des bateaux de commerce chargés avec des effets de report modal sur le fer et sur la route, lorsque le Rhin ne devient plus navigable pour les péniches. Ce qui est important de dire, c'est que nous ne sommes pas confrontés au même phénomène aujourd'hui sur le bassin de la Seine, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bassin fluvial de la Seine est aménagé, l'écoulement de l'eau n'y est pas libre. Les voies navigables, l'Yonne, la Seine, la Marne, l'Oise, sont toutes équipées de barrages de navigation qui régulent le niveau d'eau. Même lorsque le débit baisse fortement en période d'étiage, le niveau d'eau pour la navigation reste constant grâce à ces barrages de navigation qui sont entretenus et manœuvrés par Voies navigables de France, comme vous le savez. Deuxième raison, notre bassin hydrographique, il est équipé d'importants bassins réservoirs en amont qui, vous le savez là aussi, servent à lutter contre les inondations, mais dont la vidange régulée permet aussi de soutenir les débits en période d'étiage. D'où, et c'est peut-être mon premier message, l'importance de ces infrastructures, barrages de navigation et bassins réservoirs, qui sont d'ores et déjà des atouts face au changement climatique, mais qui naturellement, il faut continuer à moderniser, à entretenir, pour qu'ils soient au rendez-vous des évolutions à venir. Alors, je le disais, nous sommes à la fois fluvial et maritime, et le changement climatique peut également générer des submersions marines. Alors pas en Île-de-France, mais en lien avec l'élévation de la mer. Et donc, au niveau du port du Havre, nous travaillons en particulier avec le CEREMA pour adapter le territoire portuaire, d'abord en collectant les données qui permettent de suivre et de comprendre les évolutions, et ensuite en adaptant les infrastructures existantes et pour concevoir les nouveaux aménagements. Voilà, donc nous sommes très très concernés par les impacts du changement climatique, mais je voulais aussi dire que nous sommes engagés parmi vous, avec d'autres acteurs, pour lutter contre le changement climatique, car le transport fluvial et plus largement les modes de transport dits massifiés de marchandises, permis par nos ports, sont des modes de transport économes en énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Et je voulais rappeler quelques éléments que vous connaissez, le fait que l'Île-de-France dispose d'un réseau de ports fluviaux important qui est composé de plateformes multimodales, Gennevilliers, Bonneuil, Limay, Bruyères, Évry-Courcouronnes, Monsieur le maire, Montereau. Ce sont toutes des plateformes qui sont trimodales, fleuve, fer, route. Et nous avons en plus de ces plateformes multimodales, trimodales, une soixantaine de ports urbains qui permettent de mailler plus finement le territoire francilien. Et ce réseau de ports franciliens, nous continuons à le développer avec comme leitmotiv le développement d'un fret bas carbone, fluvial et ferroviaire depuis ces ports. Et avec le soutien des pouvoirs publics, puisque ça fait partie des questions que vous posiez, ce qu'apportent les pouvoirs publics, et singulièrement de la région Île-de-France, notre réponse aux enjeux climatiques, c'est d'abord de continuer à développer l'offre foncière et immobilière sur et à proximité de nos ports, singulièrement entre Paris et Le Havre,
puisque aujourd'hui l'armature logistique de l'Île-de-France est principalement concentrée le long de la Francilienne, à l'est de Paris. Elle est directement connectée au port d'Anvers et à 100% par la route. Et donc nous souhaitons créer une alternative plus massifiée et plus bas carbone via l'axe Seine. Il faut naturellement aussi continuer à privilégier le transport fluvial et le transport ferroviaire pour les échanges de marchandises jusqu'au dernier kilomètre. Ces modes de transport sont des modes de transport économes en énergie et bas carbone. Je voulais rappeler qu'en 2021, on a plus de 20 millions de tonnes de marchandises qui ont été manutentionnées sur les ports fluviaux en Île-de-France. Ça représente près d'1 million de trajets en camion évités. Émet comparativement à la route 5 fois moins de CO2 à la tonne transportée. Transport ferroviaire émet par rapport à la route 10 fois moins de CO2 à la tonne transportée. Donc vous voyez que les gains en carbone sont extrêmement importants. Les modes de transport fluvial et ferroviaire pour les marchandises, c'est les modes de transport bas carbone par excellence, pas de demain mais d'aujourd'hui, qu'il faut donc continuer à développer. Le transport fluvial a l'avantage supplémentaire d'utiliser pour le transport de marchandises un réseau de transport non saturé et fiable, qui est le réseau navigable de la Seine, qui est sûr, qui a zéro congestion et qui est économiquement performant dès lors que des quais restent disponibles dans les villes au plus près des besoins, ce qui renvoie d'ailleurs à d'autres sujets importants liés à notre activité, qui est l'acceptabilité des activités portuaires, industrielles et logistiques au plus près des villes et même dans les villes pour répondre aux besoins de la ville. Voilà, donc voilà ce que je voulais évoquer devant vous cet après-midi sans être trop long sur les enjeux à la fois d'adaptation au changement climatique, mais aussi de lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur Berbin. Merci à vous tous, intervenants, chers collègues, d'avoir exposé autant votre analyse de comment le changement climatique va impacter vos métiers, va impacter les infrastructures, que ce soit ferroviaire, fluvial, les gares, les ports, mais aussi d'avoir fait des propositions. C'est l'intérêt et l'objectif de ces assises régionales d'adaptation au changement climatique, de comprendre comment est-ce que nous faisons évoluer l'ensemble de nos modes de vie et comment on va se déplacer demain. C'est primordial. Pareil aussi sur les routes et les autoroutes, excusez-moi, c'est aussi primordial de revoir la place et notre relation aux routes. Je vous remercie encore une fois d'être venu ou d'avoir été présent en visio. Et la suite de ces assises sera un compte-rendu et la poursuite des échanges pour l'élaboration dans la plus de concertation possible de ce plan régional d'adaptation au changement climatique. Nous faisons une pause et quand on revient, nous parlons agriculture, alimentation, forêt avec les parties prenantes de ce secteur-là. Merci à vous et à très vite.